et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire, toujours consacré à l'actualité du Covid-19, organisé par le SCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, bonsoir Nada, bonsoir à l'ensemble des participants, bonsoir à l'ensemble des intervenants. Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui, ce soir. Merci Nada. Alors ce soir, pour le thème du Smart Hospital, nous avons un partenaire d'exception, c'est la Smart Buildings Alliance. Et je suis ravie d'animer cette interview avec Marie-Paul Deyer, présidente de la commission Smart Hospital de la SBA. Bonsoir Marie-Paul. Merci à tous d'être présents et puis donc pour cette première collaboration. Alors la Smart Building Alliance for Smart Cities, qu'on appelle aussi la SBA, est une association qui a été créée en 2012. Donc son principal objectif est d'accompagner les bâtiments et les territoires dans leur transition numérique et énergétique, donc pour le bénéfice de ses usagers. Alors la commission Smart Hospital que j'anime mobilise environ 40 contributeurs d'horizons complémentaires et experts de la construction hospitalière, alors, dont notamment Nada et Omar ici présents. Et notre objectif est de construire des outils à destination des établissements de santé pour mise en place d'outils numériques et d'infrastructures aussi qui soient interopérables et mutualisables dans l'esprit également de la SBA. Et donc, on a un premier livrable qui va être publié incessamment sous peu, sous forme d'un thème. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, tout le long de ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat et elles seront relayées par Marie-Paul et moi-même à nos experts ce soir. Et le webinaire sera enregistré et disponible en replay sur la chaîne YouTube Manager Santé. Alors ce soir, vous l'aurez remarqué, nous avons un panel 100% masculin et avec Marie-Paul, la parité est garantie. Votre présence à cette table ronde qui nous ravit parce qu'on a des questions qui sont assez vastes par rapport donc, à la crise Covid et à la manière dont le numérique à l'hôpital a contribué à la gestion de cette crise. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter vos retours d'expérience? Oui, on peut peut-être alimenter le débat par un retour d'expérience concret d'actions qui se sont mis en place à Valenciennes en une semaine. Alors, resituer globalement le centre hospitalier de Valenciennes. Donc, centre hospitalier dans le nord de la France, troisième établissement hospitalier public des Hauts-de-France, premier hôpital général non universitaire. Budget de 450 millions d'euros avec 2000 lits en capacité totale et établissement support d'un groupement hospitalier de territoire de 800 000 habitants, constitué de 12 établissements publics qui représentent 930 millions d'euros de budget. Quelques chiffres également en activité, donc je dirais plus de 100 000 passages aux urgences, plus de 370 000 passages en consultation, une maternité de niveau 3 avec 3 000 accouchements en une année. Bref, une grosse activité qui s'est fortement retrouvée perturbée par l'arrivée du Covid et qui a demandé une réorganisation totale des méthodes de travail et de l'accompagnement, en tout cas pour la partie système d'information. Et c'est ce petit focus que je vous propose de vous présenter en deux planches. Un environnement de télétravail qui s'est mis en place en une semaine. Nous avions 20 télétravailleurs, ce qui n'était pas vraiment un effet de mode au centre hospitalier de Valenciennes. Et du jour au lendemain, on a inscrit 600 personnes. Et sur ces 600 inscrits, il y avait en permanence plus de 380 personnes connectées à l'instant T chaque jour. Sur un hôpital qui a une centaine d'applis métiers, plus de 70% ont été rendus compatibles au mode télétravail. Et pour assumer et rendre de la fluidité à toute cette volumétrie, on a doublé avec les équipes Orange les débits Internet. Et on a vu la visioconférence se mettre en place et être systématisée pour les réunions, même les réunions institutionnelles comme la commission médicale, où on avait 158 personnes connectées à l'instant T.
avec un état d'esprit très positif et très ordonné, et ce n'était pas la foire d'empoigne. Bref, chacun se respectait, chacun s'écoutait, chacun posait ses questions à l'écrit, ce qui a amené la direction des systèmes d'information à créer également des espaces collaboratifs dédiés, parce que les groupes de travail se sont mis à fonctionner de cette façon systématiquement. Pour accompagner tout ça, nous avons dû également, parce qu'il fallait assurer la relève des équipes Covid et donc faciliter l'intégration des nouveaux soignants dans ces environnements, avec la mise en place d'une formation à la carte et une hotline séparée pour le télétravail et les services Covid, afin d'apporter de l'instantanéité à la réponse des utilisateurs. Avec cette infrastructure qui a fortement évolué en une semaine, des nouveaux usages se sont également déployés à vitesse grand V, plus de 100 agendas déployés en une semaine pour ne pas créer de rupture de soins, et toute une série de développements en mode agile pour le suivi et la traçabilité de l'activité Covid, avec 4 grandes familles citées ici, suivi des stocks, mais aussi génération d'exports réguliers vers l'ARS pour le suivi d'activité et les remboursements des produits Covid, des formulaires dédiés à l'activité dans le dossier patient, des lettres de sortie dédiées également, des principes de l'aide dédiée et des indicateurs spécifiques d'activité, et des publications de résultats de plateaux techniques dans les institutions nationales comme le DMP ou le grand serveur de résultats dédié au Covid hébergé par la PHP. Voilà. Donc ce système a apporté énormément de réactivité, et ça a permis à l'hôpital de s'organiser autour de l'activité Covid, avec toute une série d'évolutions dans les mœurs et les comportements qui ont amené beaucoup de trafic autour du système d'information. Et relativement à la gestion des flux, quel a été l'impact du numérique et des outils de votre hôpital, qui est quand même un des hôpitaux les plus connectés, dans la gestion des lits et des flux aux urgences face à cette crise? La digitalisation des parcours a permis une souplesse et une réactivité dans la réorganisation, parce que la gestion des lits s'est trouvée complètement bouleversée. Il a fallu créer des unités de soins, et le cumul de ces unités de soins dédiées au Covid, qui était de 0 lit, est passé à 140 lits en une semaine. Donc une modification de la structure, une modification des suivis et des dossiers patients. Donc la digitalisation permet une certaine réactivité ou une réactivité certaine dans la réorganisation. Nous avons également travaillé sur alors nous étions également dans le cadre des arrivées massives aux urgences, dans un système de prédiction d'activité à 5 jours glissants. Et sur cette prédiction d'activité, une vision de 5 grandes familles qui représentent 80% de l'activité des urgences, comme la gériatrie, la trauma, la gastro, la neuro et la cardiologie. Et puis du jour au lendemain, les systèmes a révélé qu'il y avait un 6e pic qui arrivait et une baisse des 5 autres activités principales. On ne savait pas que ça s'appelait Covid, et on a découvert que ça s'appelait Covid après. Donc on a vraiment, au travers de la digitalisation, amené de la souplesse et de la réactivité dans les organisations de soins. Quelle a été peut-être la difficulté majeure que vous avez rencontrée liée à l'architecture de votre hôpital, qui a alors ou facilité ou rendu compliqué la gestion des flux et peut-être de la prise en charge des patients lors de cette crise? Comme c'est un virus assez volatile, les premières difficultés ont tourné autour des clims partagés ou pas, ou des systèmes d'aération. Donc, mais là, les limites de compétences s'arrêtent. Rendre un bâtiment agile n'est pas chose aisée si elle n'est pas préparée dans ses outils, dans son urbanisation, dans sa gestion numérique.
et dans tout ce qui tourne autour du biomédical qui va autour. Donc, sur la partie système d'information et connexion biomédicale, la digitalisation permet cette agilité parce que la transformation des chambres virtuelles pour les distributions de repas, pour les unités temporaires, etc., ça se fait très vite. La prise en soins, pareil, les formulaires, pareil, le suivi du biomédical, pareil. Après, effectivement, la partie physique bâtiment, elle évolue, mais je laisserai les autres intervenants s'exprimer sur le sujet. Là, Oui. ce n'est plus, je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là, c'est pas mon domaine de compétence. Donc, vous l'avez vécu en tant qu'utilisateur. Peut-être que Laurent-Marc Fischer pourra nous donner aussi sa vision de comment vous voyez les hôpitaux aujourd'hui et leur conception. Quels sont les points forts et les points faibles de la conception en l'état. Tout à fait. Et effectivement, on pourrait dire, là, c'est sur un sujet du numérique, c'est-à-dire du virtuel, que vient faire un architecte qui s'occupe du physique et du réel, quoi, du matériel et de l'espace. Mais en fait, il y a un lien parce que ces technologies nous amènent à repenser et à faire évoluer la conception des hôpitaux. Et ça, c'est une évidence. Et la crise que nous avons connue est un accélérateur sur le sujet et a permis de focaliser sur certains points particuliers. Bon, simplement pour situer, je suis architecte et urbaniste et un des associés d'Architecture Studio, qui est une agence qui ne fait pas que des hôpitaux, on conçoit beaucoup d'hôpitaux, un certain nombre. En ce moment, on a 2 CHU en chantier, l'un à Tanger, l'autre à Pointe-à-Pitre. Et on a construit à Caen, à Évreux notamment. Et on a un projet au CHU d'Amiens, mais en centre de recherche. Mais on a également conçu et on construit des centres de recherche, beaucoup de bâtiments publics, même des bâtiments culturels. Et les uns et les autres nourrissent cette réflexion pour l'hôpital, et notamment les centres de recherche qui ont évidemment ont souvent une avancée dans leur réflexion sur l'usage de l'espace par rapport à leur pratique. Donc là, on a donc effectivement ces 2 chantiers qui sont en cours, et surtout celui de Pointe-à-Pitre. Et ce qui était intéressant, c'est que il s'inscrit déjà dans une perspective de crise, parce que c'est dans un site, dans une région tropicale, dans lequel il y a des potentialités de crise sanitaire plus importantes qu'en métropole, a priori, comme le chikungunya, la dengue, etc. Et comment gérer ces crises, et comment l'organisation de l'espace, l'architecture de l'hôpital physique permet de mieux gérer cette crise. Voilà, ces types de crises. Alors, si on part alors bien sûr, il y a des aspects qui sont liés au numérique, mais pas que cela. Si on part du numérique, là, on a vu que Valenciennes passait avec 600 personnes en télétravail. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est positionné dans notre réflexion dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir 600, voire 2000 personnes sur un CHU, sur un site, qui puissent travailler en télémédecine vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis d'une autre zone, une zone en crise, ou d'un besoin de télémédecine, ou de zones dépourvues ou éloignées. C'est le cas du reste, bien sûr, pour la Guadeloupe, parce que c'est un archipel et qui gère en même temps Saint-Martin. Donc, il y a toute une réflexion sur où se ferait physiquement, au sein du CHU, tout le travail de télémédecine, de liaison virtuelle avec d'autres sites distants. Et donc, ça réorganise, ça fait partie de la réorganisation des secteurs et de la répartition des différents secteurs dans l'hôpital. Avec, en parallèle, d'une évolution qui est l'évolution de la position, qui est pas facile, qui fait l'objet de beaucoup de débats, la position des bureaux, des lieux pour les médecins. On n'est plus, ça tout le monde sait, on n'est plus dans un système de services individualisé, on est plutôt dans des unités de soins, et la même chose, les bureaux de consultation ne sont plus attribués et évoluent au cours de la journée.
Il y a bien évidemment des praticiens qui vont en bloc, qui vont en imagerie. Donc, on est en train d'assister à une explosion des lieux dans lesquels doivent se rendre les praticiens. Et évidemment, on va plus, l'idée c'est qu'ils aillent au-devant des patients et dans une moindre mesure que les patients se déplacent. Mais cela pose quand même des problèmes d'organisation physique sur l'espace, parce qu'on va arriver à avoir des médecins qui vont courir dans tous les sens. Donc, comment situer? Donc, l'une des réflexions, c'est d'arriver à mettre un espace qui est dédié aux médecins, sans aucun patient, où ils peuvent se retrouver, mais au cœur, ça devient le cœur de l'hôpital. Et en fait, c'est assez intéressant, même par rapport au débat au Ségur actuellement, comment remettre le médecin au cœur du système hospitalier. Il a été un petit peu, pour le reconnaître, marginalisé, avec une présence souvent importante de l'administration. Et là, nous, le travail, c'est le remettre au cœur, même physiquement, tout simplement, pour pouvoir gérer des problématiques de déplacement et de faire un plateau qui est un hôpital presque 2.0, donc sans patients, mais qui permet aux médecins d'avoir des bureaux, d'avoir des espaces de travail, des espaces de rencontre, des espaces de télémédecine, des endroits d'échange entre eux, de travail en commun. On s'est beaucoup inspiré des centres de recherche, notamment celui de Danone que nous avions fait il y a quelques années, qui avait déjà identifié tous ces types d'espaces qui permettent soit des rencontres informelles, soit des rencontres très organisées, et de les replacer donc au cœur de l'hôpital. Donc ça, c'est un des aspects, c'est penser que c'est une activité, le travail en télémédecine, le travail virtuel, mais qui doit être situé géographiquement, mais qui ne doit pas être un énième lieu à l'autre bout d'un centre hospitalier dans lequel on mettrait un quart d'heure pour s'y rendre. Donc ça c'est important, et qui permet d'avoir des échanges et en même temps de travailler de manière assez isolée. Il y a des petites alcôves de travail, on est simplement à 2 à 3, puis et des salles plus grandes où ça peut être vraiment équipé. Donc ça c'est un des premiers points de l'intégration de disons de l'hôpital intelligent ou du numérique par rapport à l'espace. Alors bien évidemment, l'autre point, si je reste sur les aspects numériques, et les retours qu'on a fait, parce que déjà on a mis en place des équipes de travail, notamment sur le CHU de Pointe-à-Pitre, qui est en cours de chantier, qui est en construction, on est en train de faire du béton, pour voir quelles sont les évolutions qui pourraient être nécessaires suite à cette crise. Et bon, en fait, je pourrais vous expliquer tout à l'heure, si vous voulez, quels sont les éléments qui déjà intègrent les principes de crise sanitaire. Mais il y en a un sur le numérique, c'est la capacité de faire évoluer des chambres qui ne sont pas en réa, mais des chambres de surveillance continue, voire des chambres de l'unité des maladies infectieuses au niveau de réa, certes par les fluides médicaux, mais aussi parce que c'est de plus en plus important par la capacité de connecter des machines et de les relier au réseau de l'hôpital du CHU. Donc en réalité, l'une des principales conséquences, c'est qu'on va augmenter la capacité des chambres à être connectées au réseau numérique pour suivre ces évolutions et pouvoir monter très facilement en gamme les chambres qui ne sont pas les chambres de réa, pour les mettre en niveau réa. Et ça passe notamment par tout ce qui est numérique. Ça, c'est les aspects numériques, mais il y a, si ça vous intéresse, il y a d'autres aspects qui sont moins dans le virtuel, qui sont dans le réel, dans le physique pur, sur lesquels soit nous avons travaillé, soit nous allons travailler, ou nous allons développer ces idées pour mieux accueillir et mieux gérer les crises sanitaires, parce qu'il y a non seulement l'aspect bien sûr numérique, mais aussi dans l'aspect architectural des bâtiments. Et nous avons deux questions justement relativement à votre intervention. Donc il y a Samira Bourava que nous saluons et qui pose la question: bonjour Laurent Marc, parles-tu des espaces dédiés aux médecins
en tant que pôle indépendant zéro patient intégré à un CHU. Est-ce que c'est bien ça l'idée? Alors, Samira est l'une de nos elle travaille avec nous sur le CHU de Pointe-à-Pitre. Elle est ingénieure chez BIM Ingérop. Et alors, si tu peux me relire la question. Alors, est-ce qu'il s'agit bien des espaces dédiés aux médecins en tant que pôle indépendant zéro patient intégré à un CHU? Oui, exactement, c'est ça. C'est un pôle de médecins. Voilà, c'est ce qu'on a fait au CHU de Pointe-à-Pitre. Ça a été une évolution en cours d'études, hein. Au départ, dans le programme, ce n'était pas le cas. Et en cours d'études avec la CME, on a travaillé sur ce pôle médecin sans patient, mais complètement au cœur des unités d'hospitalisation. En réalité, il est au premier étage, en dessous, il y a de la consultation, et au-dessus, à droite et à gauche, il y a des hospitalisations. Donc, il suffit, les médecins font un étage dans un sens ou dans un autre, ou vont latéralement et se retrouvent dans les consultations. Effectivement, c'est cet espace qui est important et que je pense qu'on peut encore faire évoluer. Il y a des réticences, il faut le reconnaître, de la part de certains membres du corps médical, parfois un peu peut-être les plus anciens, mais c'est un espace qu'il faut vraiment réfléchir et je pense que la crise actuelle va permettre une évolution dans la réflexion et pour aller encore plus loin de ce que nous avons fait à Pointe-à-Pitre, pour vraiment un espace qui peut… Ce qu'il faut, c'est offrir différents types d'espaces. Des bureaux, bien sûr, des espaces de travail en commun, des salles de réunion équipées en téléconférence, des salles avec de nombres importants, des salles en petits comités, et puis en même temps des lieux, parce que ça c'est très important, et ça on l'oublie. On l'oublie, quoi, on en a beaucoup parlé en réalité pendant la crise, c'est que le personnel médical, les infirmières, les médecins, mais le personnel administratif aussi de l'hôpital, a été et est soumis à un stress et à une pression importante. Déjà, c'est le cas. Les médecins, les infirmières sont confrontés à la mort, à la souffrance. Donc, il y en a qui me racontent qui après une opération, quelque chose de dur, ils s'enferment dans le bureau, ils se déshabillent complètement. J'ai des médecins qui faisaient ça m'a étonné, mais ça montre un peu. Et nous devons, nous architectes, hein, je parle, nous devons réfléchir à ça et créer des espaces qui puissent être au sein de l'hôpital, bien sûr, mais différenciants ou qui changent complètement l'atmosphère, avec peut-être même simplement des lieux de réunion ou d'échange, pas avec une assise normale, une assise basse, comme dans un canapé, avec une table basse, avec un coin un peu bibliothèque, des coins comme ça. Et ça manque pour créer une autre forme de relation. De la même manière, vous savez, l'assise, ça change beaucoup. Vous êtes en assise basse, les relations entre les personnes sont différentes. Vous êtes en assise haute, c'est-à-dire que sur comme un tabouret de bar, en buvant quelque chose, là aussi les relations sont différentes. Et c'est important de pouvoir intégrer ça dans l'hôpital et pas seulement réfléchir à la salle d'opération, la salle d'imagerie, la chambre, le bureau de consultation, etc. Et ça fait partie, alors ça rentre dans une réflexion sur ce qu'on appelle l'hôpital magnétique ou l'hôpital aimant, mais ça fait partie de tous ces éléments qu'il faudra intégrer aussi de plus en plus. Et on réfléchissait déjà avec un certain nombre de spécialistes, comme Mathieu Sibé, sur ces sujets de l'hôpital magnétique. Au CHU de Pointe-à-Pitre, avec la CME, là aussi, on est en train de faire évoluer le programme, on le compléter par des petites salles, deux salles de sport dédiées aux médecins et aux internes, l'une calme, l'autre de yoga, etc. Justement, Laurent Marc, pardon, je vous coupe. Justement, en parlant Oui, de oui. CNE et de médecins, Bernard, peut-être un avis, un retour d'expérience par rapport déjà à ce que vous avez vécu au CH de Valenciennes en tant que responsable aussi de la performance et des propos de Laurent Marc par rapport à cette conception qui fait rêver. Oui, ça, en tout cas, c'est intéressant parce que ça, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a compris que les flux à l'intérieur de l'hôpital allaient changer.
Alors, pour revenir sur ce que moi j'ai vécu pendant cette crise du Covid à Valenciennes en particulier, où j'étais impliqué dans la cellule de crise, ce que j'ai observé, c'est d'abord beaucoup de solidarité entre les soignants, que ce soit les secteurs chirurgicaux, médicaux ou autres. Il y a eu une solidarité que peut-être d'habitude on n'avait pas, au moins de façon aussi évidente. Euh, des, des activités vraiment pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on ne s'est plus la poser la question de savoir de quoi on était spécialiste, on s'est posé la question du besoin du patient. Le patient Covid, c'est un patient qui est arrivé dans un circuit où on a, pour certains, décidé qu'ils rentraient chez eux, d'autres restaient en observation, d'autres étaient hospitalisés parce qu'ils nécessitaient une surveillance et d'autres allaient en réanimation, on le sait. Donc, et là, on a vu toutes ces disciplines se mettre en ordre de marche autour du patient. Quel est le besoin du patient? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? En gros, c'est ça. Et comme le patient était physiquement dans un bâtiment, nous, on a deux bâtiments, par exemple, Frédéric l'a évoqué rapidement, un bâtiment dans lequel il y a une ventilation partagée. On ne l'a pas utilisé pour le Covid, on a utilisé l'autre bâtiment qui était un bâtiment où il n'y avait pas ça, précisément parce qu'au départ, on ne savait pas quelle était la volatilité de ce virus dans l'air pulsé, par exemple. Donc, l'espace géographique, d'ailleurs, on a fait une expérience absolument unique, c'est que notre espace géographique était figé, on l'a complètement défigé en une semaine. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre des espaces, des circulations des patients, etc., qu'on n'avait pas du tout avant, et puis une nouvelle maladie. Donc on a tout appris en même temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que véritablement, c'est l'état du patient qui a mis en place des organisations, en fait. Et non pas, on a des organisations et le patient va rentrer dans l'organisation. Ce qui est quand même le mode de fonctionnement habituel, pour ne pas dire normal, de l'ensemble des hôpitaux. Et donc, ça c'est un point vraiment qui s'est révélé très important. Et enfin, le troisième point, qui est probablement aussi très important et qui va nous suivre longtemps, c'est que le numérique est devenu un élément consubstantiel de la médecine. C'est-à-dire que penser faire de la médecine aujourd'hui sans numérique, ça n'existe pas. Alors, ça ne veut pas dire que la médecine ne peut être faite qu'avec du numérique. Ça veut dire que dans les conditions où nous pratiquons aujourd'hui, parce que certains sont éloignés des centres, il faut des téléconsultations, de la téléexpertise, du télétravail, de la téléradiologie, etc. Donc, effectivement, le numérique, il peut se penser, et il y avait une question qui était posée tout à l'heure, le numérique, il peut se penser aussi comme un hôpital qui va se projeter sur un territoire, peut-être physiquement, mais aussi numériquement, c'est sûr. Et nous l'avons réalisé, ça. Donc le télétravail, j'en ai parlé, donc les téléconsultations, avec les téléexpertises en particulier, à un moment donné, on a pris le relais. Dans les EHPAD, les médecins coordonnateurs ont progressivement refusé d'aller dans les EHPAD parce qu'il y avait un risque dans les EHPAD, le Covid se déploie beaucoup plus fort. Et donc, il y a un certain nombre de médecins qui n'y allaient plus, voilà, pour des raisons que j'ignore, mais c'était comme ça. Ils ont fait appel à nous et nous, on a pris en charge ces EHPAD en téléexpertise, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés très vite avec des systèmes très légers. Et puis, on voit arriver maintenant une des conséquences, c'est qu'on se dit qu'on peut faire des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire en cancéro, on peut les faire maintenant comme ça, puisqu'on a appris à travailler pendant 3 mois en télévision, en visio, comme on fait actuellement. On peut faire l'éducation thérapeutique des patients, on peut accompagner les patientes à domicile en postpartum, après l'accouchement, etc. Donc on voit bien que d'une part, ça s'est imposé rapidement, et d'autre part, c'est devenu un outil dont on se dit, tiens, je peux le faire tous les jours. Alors bien sûr qu'il y a des discussions sur les téléconsultations, ce n'est pas tous les patients. L'accompagnement des patients chroniques, ce n'est pas tous les patients. Mais on voit bien que certains niveaux de consultation peuvent
faire l'objet de téléconsultations, peut-être pour avoir plus de temps à dédier à des patients qui ont besoin de plus de temps en présentiel. Demain, l'éducation du patient, il y a des patients qui peuvent être parfaitement éduqués en visio, et puis d'autres peut-être pas. Et cela, c'est plutôt du présentiel, ou un mix des deux. Bref, on voit bien que subitement, ces 3 mois nous ont conduit à comprendre que les 3 virages qui sont, qu'on avait commencé à prendre il y a, on va dire, 10-15 ans, le virage de l'ambulatoire, d'une part, le virage de l'interventionnel, d'autre part, moins de chirurgie invasive, plus de gestes interventionnels. Et puis le virage du numérique, finalement, on a eu une accélération probablement de l'ensemble de ces paramètres. Et ça rejoint la discussion sur l'architecture. C'est-à-dire qu'au fond, cette médecine-là, on ne peut pas la faire dans des espaces qui sont découpés en fonction de telle spécialité, de tel bureau, etc., etc. On voit bien que ce qui a été proposé là ce qui a été discuté sur la Guadeloupe, c'est très très intéressant. C'est de dire finalement, le patient va être quelque part dans l'espace, il va être hospitalisé ou sur un plateau technique ou consulte, etc., ou en train d'entrer ou en train de sortir d'ailleurs vers l'extérieur. Il va rester très peu de temps à l'intérieur de l'hôpital. En tout cas, on voit bien que les turnovers sont rapides. Et là, subitement, on se dit, tiens, effectivement, un pool de médecins qui peuvent se parler directement sans s'appeler au téléphone et en attendant de se voir, qui peuvent échanger des dossiers tout de suite, où il y a des zones de croisement des médecins entre eux, des personnels soignants entre eux et avec une accessibilité aux patients, qu'ils soient hospitalisés ou dans un bloc technique rapide, ça devient pensable aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, on ne pensait pas les choses comme ça. Voilà. Ça, c'est mes premières réflexions. Merci beaucoup Bernard. Maître Omar Yahya, quelle est votre vision ou peut-être réserve d'un point de vue sécurité, d'un point de vue protection peut-être juridique par rapport à cette numérisation et cet usage des données? C'est une vaste question, hein. Il y a si peu de temps et tant de choses à dire. C'est toujours la même problématique. Moi, j'ai noté un peu quelques mots-clés, j'ose pas dire éléments de langage, des précédents intervenants. J'ai noté effectivement alors ce qui m'a impressionné effectivement, c'est le chiffre, notamment le déploiement au sein du centre hospitalier de Valenciennes, du télétravail. C'est-à-dire qu'on est passé de 20 télétravailleurs, si vous voulez, à 600 en une semaine. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a quand même aussi des conclusions, des conséquences en tout cas à en tirer sur le plan de l'organisation. Ça, c'est le premier point. Alors, remarque qui n'a strictement rien à voir, mais simplement pour rebondir sur ce que disait Laurent Marc. Alors, ça ne se voit pas, mais moi, je suis en assise basse. Donc, ça va déterminer un certain type de relation avec vous. J'ai noté que Bernard avait relevé aussi que le numérique était consubstantiel de la médecine. Je suis absolument d'accord évidemment avec ce constat. Ce que je retiens, en fait, si vous voulez, il y a un mot-clé que je retiens, enfin il y en a même deux d'ailleurs qui sont liés, c'est la modularité. Modularité, c'est-à-dire l'adaptation, si vous voulez, des meubles et des immeubles aux besoins et aux circonstances. C'est l'adaptation des produits et des services donc au contexte qu'on découvre. Cette modularité qui renvoie en fait à la mutabilité. Mutabilité, c'est-à-dire l'obligation notamment pour les organisations, alors les services publics bien sûr, mais pas que, mais les organisations de manière générale, obligation de s'adapter aux circonstances et au contexte, et donc à la crise. Et la crise, c'est effectivement le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le constat, mon constat, c'est que le numérique a repris finalement le devant de la scène. Et qu'à ce titre, les directeurs des systèmes d'information ont une véritable carte à jouer. Alors, moi, ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est 3 phénomènes. Il y a 3 phénomènes qui sont
à mon avis, sans précédent, c'est d'abord le déploiement massif du télétravail. Alors, ça, alors là-dessus, évidemment, il y a des avantages, il y a des inconvénients, donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est la télémédecine. Explosion, un boom incroyable de la télémédecine. Alors pareil, avec si vous voulez, des facilités qui ont été accordées par l'État, par l'assurance maladie. La question étant de savoir si d'ailleurs un retour en arrière est possible ou souhaitable. Je ne le crois pas, moi, à titre personnel. Je pense qu'on est vraiment dans une sorte de changement de paradigme. Et puis le troisième sujet, c'est l'utilisation massive des applications. Alors les applications, ce sont les applications qui concernent les outils de coopération, de partage, avec les risques que ça peut induire. Et puis ce sont aussi les outils de tracking, donc de traçage pour lutter contre la propagation. Alors, si j'aurai le temps, j'en dirai 2-3 mots aussi, parce que ça pose aussi des questions assez sérieuses. Alors, si je décline rapidement, sur le télétravail, quelques mots. Alors, c'est comme la télémédecine, si vous voulez. C'est un phénomène qui est d'abord issu de la pratique. Bon, c'est issu de la pratique. La loi, comme d'habitude, intervient toujours en retard, puisqu'elle ne fait que le droit, en réalité, alors, dans le milieu de la santé, mais le phénomène peut être tout à fait décliné dans d'autres domaines. La santé, le droit ne fait que avaliser, entériner les faits, et le fait, donc une pratique. Et donc dans le télétravail, qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, c'est que le télétravail, il avait déjà été, si vous voulez, évoqué lors de la crise d'H1N1 en 2009. Le ministère de la Santé, à l'époque, c'était Roselyne Bachelot, avait publié une circulaire, notamment à l'attention des directeurs d'établissements, en disant, voilà, si vous voulez organiser en tout cas du télétravail auprès de vos salariés, dans la mesure du possible, n'hésitez pas. Bon. À l'époque, évidemment, la mayonnaise n'avait pas pris pour tout un tas de raisons dans le détail desquelles je ne rentre pas. Ensuite est intervenue la loi. En 2012, il y a eu une consécration législative et réglementaire du télétravail, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique. Là, on voit bien également, et je rebondis vraiment sur le chiffre que Frédéric avait donné, 20 télétravailleurs. Je pense que le centre hospitalier de Valenciennes ne fait pas exception à la règle de ce point de vue-là. Je pense que le télétravail n'était pas forcément adapté à tout le monde. Et puis, il y a eu, on a tous été placés, si vous voulez, au pied du mur, avec une crise extrêmement aiguë, violente, brutale, qui nous a obligés, si vous voulez, à repenser les organisations dans un temps extrêmement court. Et donc là, il y a eu un déploiement massif du télétravail. Alors, ça s'est fait plus ou moins bien. Simplement, maintenant, alors, on est toujours dans le télétravail. Enfin, je veux dire, même dans le déconfinement, dans l'après-confinement, le télétravail, si vous voulez, il ne s'est pas arrêté. Je le vois, moi, par exemple, j'arrive au cabinet, dans mon immeuble, il y a énormément de bureaux qui restent vides. Alors qu'avant le confinement, je veux dire, tous les bureaux étaient occupés. Donc là, il y a encore beaucoup de personnes qui restent en télétravail. On le voit également dans les transports. Je veux dire, très concrètement, les transports en commun, en tout cas en région parisienne, du côté Saint-Lazare, si vous voulez, par exemple, parce que je suis en face de la gare Saint-Lazare, les trains sont vides, très clairement. Voilà, donc ça, c'est un constat. Donc le télétravail est malgré tout, si vous voulez, rentré dans les mœurs. Alors maintenant, la question, si vous voulez, que le juriste se pose, c'est de savoir si la pratique est adaptée au droit, à la réglementation, et notamment à la sécurité. Le télétravail, si vous voulez, dans l'absolu, il signe une sorte d'abolition entre la sphère privée et la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Et alors, cette sphère, déjà, si vous voulez, cette frontière avait déjà tendance, si vous voulez, à s'estomper, notamment avec l'usage des smartphones, des portables, des ordinateurs portables personnels, etc., où on voyait bien que la ligne tendait vraiment à s'effacer. Et là, c'est encore plus vrai, si vous voulez, avec le télétravail et avec son organisation.
Sauf que cette organisation-là, elle doit pouvoir à la fois protéger le télétravailleur, mais également répondre à un autre impératif qui est celui d'assurer la continuité du service et donc d'assurer la bonne marche de l'entreprise ou en tout cas des organisations, pour prendre un terme moins connoté et plus neutre. En cela se pose la question de la sécurité. Se pose la question de la sécurité et de la confidentialité. Donc, c'est-à-dire que, et évidemment, je ne porte aucun jugement de valeur, mais en temps normal, que ce soit les salariés et les employés, pour prendre un terme assez générique, ils ont, si les choses sont faites correctement, ils ont dû prendre connaissance et ont dû adhérer à ce qu'on appelle une charte d'utilisation des ressources informatiques. Cette charte, en général, elle est annexée au règlement intérieur de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, là-dessus, les salariés, en principe, qui sont des télétravailleurs, doivent pouvoir, notamment, enfin, en tout cas, être en capacité, si vous voulez, de respecter ces préconisations, les préconisations et les impératifs qui sont issus de cette charte informatique. Donc ça c'est le premier point. Mais il n'y a pas que ce point-là. Il y a aussi le fait que, idéalement, je dis bien idéalement, l'entreprise devrait pouvoir mettre à disposition des télétravailleurs du matériel professionnel pour véritablement, si vous voulez, séparer ces deux sphères et pour pouvoir assurer des conditions, si vous voulez, de sécurité optimale dans l'activité personnelle, professionnelle du télétravailleur. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, sensibiliser, si vous voulez, le télétravailleur aux bons usages, lui délivrer un guide des bonnes pratiques d'hygiène numérique, voilà, etc., etc. Bon, on voit bien, si vous voulez, là je vous décris rapidement. Oui. Pardon, je vous coupe. On a une question pour vous justement en lien avec la sécurité et l'implication des salariés. Pensez-vous que les lois vont être assouplies pour une gestion plus efficace en cas de nouvelles épidémies? Installation de caméras de surveillance, géolocalisation des patients, du personnel et utilisation des données, tout ça dans le contexte des hôpitaux. Alors, je ne le pense pas. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'assouplissement au sens de modularité, là-dessus, c'est tout à fait normal et on voit bien que la nécessité a fait loi. Mais en revanche, si cet assouplissement signifie atteinte aux libertés individuelles, atteinte excessive aux libertés individuelles, restriction des libertés du citoyen et du télétravailleur, alors ça, je pense que ça n'a aucune chance de passer. A priori, parce que voilà, vous avez des autorités de contrôle, vous avez la CNIL qui est consultée préalablement, qui a rendu des avis, alors ça j'aurai l'occasion d'y revenir, le Conseil constitutionnel qui a été saisi également, le Conseil d'État. Donc vous avez quand même un ensemble, si vous voulez, d'institutions dans le pays qui veillent, enfin, c'est leur mission en tout cas, au respect des libertés et des droits des citoyens. Donc il y a quand même des garde-fous, c'est pas non plus open bar, si vous voulez. Donc voilà, je vous en prie. Ça c'est le premier point. Donc déjà, je pense que sur ce premier point qui concerne le télétravail, à mon avis, il y aura un bilan quand même à établir pour essayer d'expliquer et de dresser une sorte de cartographie des usages. Le télétravail, c'est pas une formule qui convient à tout le monde, c'est évident. Il y a des freins qui sont d'origine organisationnelle, psychologique, etc. C'est vrai qu'entre un salarié, si vous voulez, qui est célibataire sans enfant et quelqu'un qui vit en couple et qui a 4 enfants, on voit bien que la mise en œuvre du télétravail ne va pas s'appliquer de la même façon. Donc, il y aura toute une organisation. Et ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est vraiment le choix de la casuistique. C'est vraiment du cas par cas en fonction des personnes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je compte sur toi, Nada, pour me dire si je dépasse le délai. J'allais te le dire justement, oui, peut-être un focus vers l'hôpital, vers les données. Alors, très rapidement, sur la. Très rapidement, un vrai. Très rapidement, très rapidement sur la télémédecine, vraiment en 2 mots.
les chiffres sont ahurissants. C'est-à-dire qu'on est passé on est passé au mois de mars de 10 000 consultations à, je crois, à peu près 1,5 million par semaine au mois d'avril. Donc, bon, il y a eu une ouverture des vannes absolument formidable. Donc, voilà. Donc, la question va se poser aussi de savoir dans quelles conditions de sécurité vont pouvoir avoir lieu justement ces actes de télémédecine. Je referme le sujet sur la télémédecine et je poursuis sur l'usage notamment des outils de coopération et de partage. Alors que ce soit sur du télétravail ou de la télémédecine, on a vu fleurir une sorte de florilège, si vous voulez, d'outils. Hein. Alors Zoom, voilà, on utilise Zoom, mais Teams, Google Drive, WhatsApp, FaceTime, etc. Là, on voit bien qu'il y a un écosystème qui est en train de se dessiner. C'est un écosystème qui est en faveur, encore une fois, de la modularité. Si vraiment il y a un mot à retenir, c'est la modularité, c'est-à-dire qu'on a un écosystème métier à l'hôpital qui est demandeur de fluidité, qui est demandeur d'efficacité. Et le DSI, puisque c'est quand même lui la pierre angulaire, si vous voulez, du dispositif au sein de l'établissement, ne peut pas tenir le discours de l'interdiction en disant vous ne pouvez pas utiliser tel outil ou vous ne pouvez pas, voilà, pour des raisons de sécurité, etc. etc. C'est inaudible comme discours. Donc, si vous voulez, pour rester efficace, pour rester audible, il faut accompagner, il faut être dans la persuasion, dans l'accompagnement, dans la pédagogie, en expliquant au métier que, en effet, eh bien, on peut renoncer à tel outil, mais à la place d'un autre. Et donc là, on tient un discours qui est plus audible et qui est plus efficace. Donc là, je pense que c'est vraiment très important. On est en train de redescendre en pression et je pense que le moment est venu du bilan. Donc il va falloir à mon avis, établir une analyse à froid de l'ensemble de ces outils et d'analyser notamment leur conformité, notamment au RGPD, à la politique générale de sécurité des systèmes d'information, de santé, et voilà. Et donc vraiment d'expliquer tous ces éléments-là. Ce qui est important, c'est que le numérique maintenant, c'est devenu un enjeu crucial. Et le DSIO, il occupe, à mon avis, le devant de la scène. Et je pense que c'est une aubaine. Je pense que c'est une véritable opportunité pour permettre de consolider des méthodes, si vous voulez, de co-construction avec les autres métiers. Quelle était la stratégie régionale de gestion des lits et comment votre établissement s'y est-il intégré? Donc, la stratégie régionale de la gestion des lits, elle est passée par la plateforme régionale de gestion des lits et qui est suivie et instaurée par l'ARS avec son bras armé qui est le GIP Santé Numérique de Hauts-de-France, avec une modification du ROR qu'il nous a fallu remplir pour avoir le suivi de l'activité. Donc, elle était organisée par l'ARS et armée grâce au GIP Santé Numérique. Et concrètement, les hôpitaux ont dû s'adapter à la demande de l'ARS sur l'évolution du ROR pour connaître la disponibilité en lit et surtout l'ouverture et le potentiel de lit par secteur. De cette façon, je dirais, est-ce que vous avez pu utiliser des outils digitaux aussi, que ce soit bâtimentaires ou d'infrastructures, pour faciliter ces transformations d'organisation aussi de lits? Alors, la gestion des lits, elle est dans un mode traditionnel aujourd'hui. Elle va bientôt évoluer parce que la crise Covid, un premier retour d'expérience a été de nous montrer l'urgence de la gestion temps réel des lits et du suivi de ce qu'est la traçabilité la traçabilité et le taux d'occupation des lits et d'avoir donc une gestion du capacitaire temps réel, parce que là, on est vraiment dans les besoins instantanés en lit et des entrées-sorties. Dans un mode traditionnel, et tous les hôpitaux de France sont dans ce cas, la volonté
les organisations font que la gestion des lits temps réel ressemble plus à un temps réel autour de 4 heures, c'est-à-dire début de service, fin de service ou milieu de service, pour la mise à jour des lits sur les entrées-sorties dans les services. Or, l'activité Covid, parce qu'on est quand même dans des suivis autour des services de réanimation ou de services de soins de suite intensifs, là on est vraiment dans le temps réel. Et le temps réel, c'est le quart d'heure. Et donc, la leçon de tout ça est la transformation des outils et des process pour arriver à cette gestion temps réel. Et pour que faciliter le travail, ça passe, oui, par l'organisation, mais ça passe aussi par une aide à l'organisation avec des outils. Et on en arrive à créer maintenant, à vouloir créer des outils mobiles de gestion des lits avec la vision des lits sur smartphone, l'entrée-sortie sur smartphone et ne pas rentrer dans les outils traditionnels de bed manager où il faut aller dans le bureau de soins, sur le PC grand écran, prendre son temps de rechercher le patient, dire qu'on le met dans le lit 22A. Tout ça doit être fluide et temps réel. Ça fait une des premières leçons, partie, c'est du ça. coup, oui, des évolutions que nous allons apporter d'ici la fin de l'année. Parce que je rappelle, on a quand même 2000 lits, donc il faut quand même prendre le temps de déployer. Mais les premières maquettes ont été mises en place, les premiers sites pilotes trouvent ça convaincant. Et donc maintenant, on va rentrer dans l'industrialisation et le déploiement de masse. On a une question d'ordre architectural, ça doit être pour Laurent Marc. En dehors de toute crise sanitaire, comment serait utilisée cette surface supplémentaire? Donc, on parlait de l'espace zéro patient. Oui, en l'occurrence, il serait toujours affecté aux médecins, parce que même en dehors des crises sanitaires, il y a besoin d'espaces de travail collectif. Bernard disait tout à l'heure que la crise là a été un accélérateur justement de travail en commun, mais en dehors des crises, ça reste et ça sera de plus en plus une nécessité, ce travail en commun, où on n'a plus sa spécialité, mais on partage entre professionnels, entre médecins, les sujets sur les patients qui peuvent être présents physiquement à l'étage du dessus. Donc c'est un espace qui est utilisé et qui pourra aussi être utilisé de manière sur la télémédecine, entre ce lieu-là, cet hôpital, et puis des endroits décentralisés, comme aussi ça a été dit, on avance vers aussi des mises en réseau d'installations de santé plus ou moins grandes, mais peut-être autour des CHU ou de certains hôpitaux, mais avec des laboratoires, avec une médecine de ville, avec des lieux qui sont plus proches des patients, dans aussi une évolution de l'urbanisme qui nécessiteront toujours ces lieux. Là, ça c'est un lieu ce sont des lieux qui serviront toujours parce que les rencontres physiques seront aussi nécessaires. Dans notre réflexion que nous avons eue avec les autorités, les ARS, sur justement ces gestions de crise, il y a un lieu qu'on a imaginé qui n'aurait qu'un usage effectivement au moment des crises et qui s'inspire des unités militaires, c'est les unités cocon, on appelait l'unité cocon de crise, c'est-à-dire en temps normal, peut-être que ce temps normal va être de plus en plus réduit, en temps normal, il n'y a rien, il n'y a pas de patient, peut-être de la formation en réalité, parce qu'il y a quand même une réflexion sur comment l'exploiter, et c'est un espace avec tout un microservice, avec un grand espace qui permet d'accueillir d'un seul coup une vingtaine, voire en doublant une quarantaine de patients dans le cas d'une crise, et avec toute l'organisation logistique et médicale autour associée. Donc ça par contre, ça c'est aussi une réflexion liée au sujet de crise sanitaire et qui s'adapte bien sûr pour la crise Covid. Ces unités contre crise, il reste encore effectivement la réflexion hors crise, à quoi ils sont utilisés. Il faut que ça soit quelque chose qui puisse être très rapidement mutable. Le mot a été prononcé, c'est cette notion de mutabilité qui, en termes de bâtiment, sera
et est déjà, mais sera l'un des principaux sujets. J'ai simplement une question pour les quatre intervenants. C'est une question un peu pour se mettre dans une perspective d'avenir, puisque le numérique, la place du numérique, vous l'avez très bien dit, est de plus en plus importante. Alors, j'ai quatre mots-clés et j'aimerais vous les soumettre pour savoir si vous partagez, je dirais, ce point de vue, mais encore une fois, c'est en lien avec ce que vous avez exposé jusqu'à maintenant. Est-ce que le numérique aura une place autour de l'agilité? Est-ce qu'elle permettra l'agilité? Alors, c'est plus pour Frédéric, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va permettre que les outils informatiques vont pouvoir s'adapter de plus en plus? Donc, qu'est-ce qu'il y a cette agilité? Est-ce que le numérique va permettre, là c'est plus pour Bernard, de créer de la rupture, c'est-à-dire la place singulière du médecin au cœur du système, au cœur des organisations? Est-ce que le numérique va accentuer cette rupture? Puisque, vous l'avez dit, il faut que le médecin maintenant s'adapte, il faut que les professionnels s'adaptent davantage, je dirais, par rapport aux besoins du patient, donc une place singulière. Pour Laurent, est-ce que le numérique va renforcer la modularité? Je crois que vous avez beaucoup insisté sur les aspects architecturaux. Est-ce que le numérique va s'imposer davantage pour que l'hôpital soit beaucoup plus modulable afin de s'adapter justement aux singularités locales? Et puis pour Omar, est-ce que le numérique va renforcer les synergies dans les collectifs de travail? Puisqu'on l'a dit, hein, on parle de télétravail, alors à l'extérieur ou à l'intérieur des organisations, mais enfin, est-ce que cela va favoriser donc les synergies? Voilà, donc 4 mots-clés: agilité, rupture, modularité et synergie. Voilà, c'est une des ruptures qui a eu lieu, c'est que pour faire de la médecine, il faut ce qu'on appelle des services généraux dans les hôpitaux, la logistique, la restauration, etc., etc. Et on a vu à quel point c'était très efficace. Je pense que la rupture, elle vient d'avoir lieu, c'est-à-dire au moins dans les cerveaux, et peut-être pas dans le concret, mais ça veut dire qu'on a franchi un pas. Pour moi, la rupture, elle se continuera sur le territoire parce qu'on a beaucoup parlé de désert, on a beaucoup parlé d'accessibilité, on a beaucoup parlé de citoyenneté autour du soin, etc. Donc, il est évident que le numérique permet aux soins en général de se projeter sur le territoire, d'incorporer les établissements, la médecine de ville jusqu'au social, parce que les patients qui sont en maladie chronique vont vieillir avec un accompagnement social de longtemps. Je ne parle pas que des EHPAD, évidemment. Donc, pour moi, c'est vraiment probablement un moment de bascule. On verra. Mais en tout cas, je ne peux pas dire que je l'espère, mais je le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Frédéric, pour compléter, peut-être? Alors, la méthode agile, oui, permet c'est l'essence même maintenant des systèmes d'information. Très peu d'hôpitaux ont encore déployé la méthode agile dans leur système d'information, dans les équipes systèmes d'information. Et force est de constater que le peu qui l'ont fait ont rendu le système d'information compatible avec l'esprit réactivité nécessaire dans les soins. Et ceux qui l'ont également déployé se sont rapprochés même de leurs utilisateurs avec cette méthode. Et de ce fait, ont rendu le système d'information, ont fait en sorte que les utilisateurs finaux se sont appropriés le système d'information et ils parlent maintenant de leur système d'information et ils ne parlent pas des DSI qui viennent leur montrer les choses. Voilà, donc agilité, oui, agilité à déployer dans les hôpitaux à vitesse grand V. Merci beaucoup. Alors ensuite, il y a fait la synergie du coup. Alors, oui, merci Jean-Luc. La oui, synergie. Enfin, oui, les synergies, puisqu'on est dans absolument. les collectifs. Les synergies, déjà, je pense que ce webinaire, il en est la preuve. Voilà, il y a une synergie. Je veux dire, on vient tous d'horizons différents. On a recours au numérique. Alors, ça a l'air un peu terre à terre ce que je dis, mais c'est voilà, autant partir du terrain. Donc, voilà, je pense que le numérique va continuer à développer ces synergies. Nous sommes tous issus de corps de métiers différents et nous parlons tous du même sujet, mais avec des regards croisés. Donc, je trouve que c'est extrêmement encourageant.
Les synergies à l'hôpital, elles existaient déjà, hein, donc évidemment avant le numérique, mais voilà, enfin, les projets transverses. Alors moi, j'ai travaillé, Jean-Luc, j'ai travaillé 5 ans en hôpital. Alors il se trouve que c'était entre 2005 et Oui, 2010. oui, oui, Donc oui, je oui, pense que d'accord. depuis, ça a un petit peu évolué, je pense, l'hôpital. Mais voilà, mais en tout cas, le numérique, en tout cas, ne peut que contribuer à accélérer ces synergies. Parfait. Et la modularité, cher Laurent, alors, Alors, effectivement, Laurent Marc, pardon, excusez-moi, Laurent Marc. effectivement, on pourrait dire le numérique va vers l'extrême modularité. On a un ordinateur, on a une visioconférence, on fait du dessin, on fait un texte, on fait du tableur, etc. Quand on parle au niveau du bâtiment, de l'architecture, il faut voir, il n'y a pas cette souplesse qu'un ordinateur. Donc, il faut voir, il y a un petit peu d'humilité. On ne peut pas imaginer un hôpital, un CHU, un hôpital quel qu'il soit, qui soit totalement flexible d'un bout à l'autre. C'est un peu illusoire et de cette une modularité complète. Par contre, il y a une nécessaire, même en allant plus loin, et le mot a été employé tout à l'heure, une mutabilité de certains espaces. Et on définit, alors on a un peu identifié, il y en a peut-être trois types d'espaces. Des lieux médicaux de moyenne intensité, comme l'hospitalisation, les consultations, etc. Il faut pouvoir très rapidement qu'ils puissent muter, mais dans ce niveau qui demande un niveau de climatisation, un niveau justement d'informatique, un niveau de charge, des niveaux techniques de même niveau, ou même une réglementation liée à incendie de même niveau. Donc là, il faut qu'à l'intérieur de ça, on puisse très facilement évoluer. Il y a un autre, on pourrait dire, des lieux de haute intensité, ce qu'on appelle parfois le plateau technique, mais dans lequel on a de la réa, des blocs, etc. Là, ils vont évoluer peut-être plus lentement, mais avec des technologies ou des besoins techniques très sophistiqués sur le traitement d'air, sur les fluides médicaux, sur des surcharges, des hauteurs sous plafond, etc. Donc là, on va pouvoir identifier ces espaces-là. Et puis, il y a un troisième type d'espaces qui seront plutôt sans patients, soit les accueils, soit des locaux, des espaces plus techniques ou logistiques, qui, eux, il faut être honnête, ne vaut pas tellement. Une centrale de production d'énergie restera une centrale de production d'énergie, un cœur de réseau informatique restera un lieu de cœur de réseau informatique. Donc, l'évolution sera lente, même si dans certains hôpitaux, les cafétérias ont été transformés en accueil des patients. Donc, il y a ces niveaux. Et puis, là aussi, humilité, parce qu'on revient peut-être sur une histoire, sans revenir au 19e siècle avec des pavillons. J'ai été très intéressé par l'expérience de Valenciennes, ou cette réflexion par rapport au bâtiment. Et effectivement, l'hôpital, là aussi, monobloc, totalement flexible, etc., devient inadapté. On va plus travailler sur plusieurs bâtiments interconnectés, bien évidemment, qui pourront gérer soit des niveaux de crise différents, et qu'une crise à un endroit ou un problème à un endroit, ça peut être aussi des bactéries multirésistantes, hein, il n'y a pas que la Covid, il y a d'autres choses, et pourra ne pas affecter le reste de l'hôpital. Et cette organisation spatiale est très importante. Donc, oui, pour une mutabilité des espaces, mais pas le rêve d'un bureau d'ordinateur où on change en 15 secondes. C'est sûr. Merci beaucoup, c'est parfait. Vous avez répondu au défi. Hein, donc, quatre questions, 4 éléments de réponse synthétiques. Donc, alors, pourquoi je vous les ai posés? C'est parce qu'effectivement, on est dans le contexte aussi des logiques de transformation, puisque le plan Ségur de la santé, c'est maintenant, et avec un certain nombre de propositions fortes, disruptives, qu'il faut activer. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant de dire tout de suite si le numérique est une vraie force et une vraie alternative pour permettre d'accompagner cette transformation, parce que les attentes des professionnels de santé, des familles et des patients, des citoyens sur les territoires de santé sont extrêmement fortes. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle c'est intéressant de voir quelle est la place du numérique finalement dans ces différentes grilles de lecture. J'aurais une question pour Bernard, justement, pour rebondir sur le numérique en tant que levier d'amélioration de la performance et de sortie de crise, et peut-être amélioration de la prise en charge à l'avenir.
dans les perspectives, en quoi cette crise va accélérer ou ralentir entre guillemets, la smartification, donc la question nous a été livrée comme ça, ou alors la numérisation, la digitalisation des hôpitaux, et dans quel sens, selon vous? Je pense que ce qui est smart aujourd'hui, c'est de concevoir que c'est bien du patient dont il s'agit, la gestion des hôpitaux. Et je pense que ça, c'est un atterrissage grandeur nature qui va générer probablement, alors je ne suis pas certain que le Ségur de la santé nous emmène l'ensemble des solutions auxquelles nous rêvons tous depuis 30 ans. Néanmoins, je pense que l'atterrissage a été relativement brutal et qu'il a replacé le patient au centre du sujet. Alors on disait depuis très longtemps que le patient était au centre, mais pour des raisons qui, à mon avis, n'étaient pas forcément les meilleures. Je pense que le numérique restera un outil au service de la médecine. Et je pense que je suis très attaché à l'idée du sens quand on fait un métier. J'imagine que ceux qui font des bâtiments font en sorte que ces bâtiments vieillissent le mieux possible, durent le plus longtemps possible et résistent le mieux possible à tous les événements. Même chose quand on fait un avion, on espère qu'il va décoller et atterrir. Quand on fait de la médecine, il est évident que l'idée que c'est aux patients qu'on apporte un service à travers des outils aussi sophistiqués qu'ils soient, peut-être que c'est aujourd'hui le vrai changement, la vraie rupture, la vraie transformation qu'on a à l'hôpital, c'est de s'être aperçu que notre vrai métier, en tout cas le cœur de notre métier, c'était bien de s'occuper des patients. Donc la vraie performance, pour répondre à la question, c'est de bien s'occuper des patients et de bien les soigner. Alors, je mets un bémol tout de suite, c'est pas plus de moyens, etc., etc. Ça, j'y crois pas, j'y ai jamais cru et j'y n'y crois pas. Je pense que c'est mieux, faire mieux, avec un peu plus d'attention, en faisant ce qu'on fait bien et en laissant les autres faire ce qu'ils font bien, etc., etc. Et de ce fait, je pense qu'on va retrouver la performance. Pour moi, l'argent est une conséquence de bien faire son travail et pas l'inverse. Absolument. Absolument. Il y avait une dernière question, Nada, je crois. Oui, il y a une dernière question qui va dans ce sens justement. Est-ce que vous pensez, quels sont, selon vous, les investissements qui seront prioritaires pour un CHU en termes de numérique? Je prends la parole parce que ça c'est le cœur du cœur de mon action depuis maintenant 3 ans. Ah. Je pense qu'il faut, c'est un devoir régalien d'accompagner rapidement l'évolution du numérique. Enfin, Omar l'a dit d'une autre façon en disant le SEO devient… C'est comme quand on a commencé à faire de la qualité, le directeur qualité de l'industrie automobile il y a 30 ans, il avait son bureau dont la porte s'ouvrait sur le bureau du PDG. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est vite aperçu que si on ne faisait pas des voitures qui freinaient avant le mur, qui ne brûlaient pas n'importe quand, etc., ce n'était pas bon et qu'on ne les vendait pas. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a vu arriver les Japonais sur le marché il y a à peu près 45 ans et de façon massive. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet et c'est un sujet de fond. C'est faire l'effort régalien sur le numérique parce qu'il est l'élément de transformation immédiatement à portée de la main. Et probablement, en dehors de toute autre considération, tenant compte du fait que, comme je le disais tout à l'heure, il faut s'en servir comme d'un outil. Voilà. Je dis souvent que c'est pas parce qu'on a un marteau dans la main que tout devient clou. Et je crois que c'est une image qu'on peut garder en tête. C'est pas parce qu'on met du numérique qu'on soignera bien les gens. C'est avec le numérique qu'on soignera bien les gens. C'est une image. Oui. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Bernard à très juste titre, effectivement, l'informatique n'a jamais réglé les problèmes d'organisation.
On s'organise d'abord, on informatise ensuite. Enfin, c'est évident. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez effectivement un outil. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait, Nada. C'est pas parce qu'on s'achète un stylo dernier cri qu'on va se mettre à écrire comme Chateaubriand. Voilà, c'est un peu ça. Moi, si vous voulez, quand j'ai lu la question de Samira, en fait, j'ai eu tout de suite un mot-clé. Je pense enfin, en tout cas, ce que je vois, notamment ce qui paraît dans la presse spécialisée, c'est que les CHU sont en train d'investir notamment dans les traitements de données, de santé, notamment en coopérant avec les startups et donc en créant notamment ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé. Alors après, avec des finalités diverses, mais je pense que les CHU, alors les établissements de manière générale, mais les CHU ont vraiment de l'or entre les doigts. Ils ont de la data. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cette data? Est-ce que, alors comme Valenciennes, je sais que Bernard, tu avais évoqué l'autre jour dans le bassin de ton établissement une surmortalité supérieure en tout cas à la moyenne nationale. Et justement, c'est vrai que ce projet du centre hospitalier de Valenciennes de coopérer avec une start-up et de créer un traitement sur ce sujet, je pense qu'on peut vraiment, à mon avis, comment dire, c'est un des investissements, c'est un des axes prioritaires, à mon avis, des établissements. C'est de pouvoir vraiment utiliser cette masse de données et de pouvoir en tirer, en extraire quelque chose. Voilà, c'était un exemple pratique qui m'était venu à l'esprit. Merci Omar. Et c'est vrai que l'image que vous avez donnée, Bernard, est une belle image et qui mérite aussi d'être regardée en conclusion. Ce qu'on retient de cette crise, c'est qu'il y a une forte capacité d'adaptabilité et de mutabilité dont tous les professionnels ont fait preuve et que le patient doit rester au cœur du dispositif de santé, peut-être même de l'architecture. Vous évoquiez tout à l'heure, Laurent Marc, un hôpital centré sur le médecin, mais aussi sur le patient, que ce soit pour l'accessibilité, pour les différents parcours, qu'ils soient en présence ou à distance. C'est ce qu'on retient essentiellement. Marie-Paul? Oui, je trouve qu'on a des mots-clés là pour la conclusion, effectivement, qui sont très forts de sens et liés à l'actualité, hein, évidemment, avec le Ségur de la santé. Je dirais que moi, je retiendrai de ces échanges que le bâtiment et le numérique sont vraiment des outils, des moyens pour améliorer la prise en charge de chacun que nous sommes dans nos vies, et puis mieux adresser aussi les territoires. C'est un peu à l'image d'un hub avec des satellites pour pouvoir aller en puits fine jusqu'aux différentes personnes qui en auraient besoin. Et effectivement, le numérique peut y contribuer. Absolument. Et le sujet est vraiment passionnant. On peut y passer des heures. Et malheureusement, on est contraint par le temps. Et je pense que je vous inviterai tous à échanger un peu plus longuement à Tanger, n'est-ce pas, Laurent Marc, au soleil, pour visiter le chantier du nouveau CHU, qui est un secteur d'ailleurs. Un grand merci à vous quatre de votre disponibilité, de votre partage et retour d'expérience. Merci. Bravo à tous. De cette collaboration, d'avoir animé cette session. Merci managersanté.com et à tous les participants. Avec plaisir, vraiment. C'est un très très beau panel justement d'expertise au service de la transformation de nos organisations de santé. Donc bravo à l'ensemble des intervenants. Puis, passez une très bonne soirée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec 2 urgentistes qui vont nous raconter un petit peu la crise vécue au service des urgences. Je ne dévoilerai pas les noms, mais découvrirez rapidement. À très bientôt et bonne soirée. Portez-vous bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà.